Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Aujourd'hui, nous avons préparé de nouveaux extraits de 1989. C'était une année chargée au cinéma, avec la sortie de Quand Harry rencontre Sally, avec Billy Crystal et Meg Ryan, ainsi que Le Cercle des poètes disparus et le film Disney La Petite Sirène. Si le premier film au box-office mondial était Indiana Jones et la dernière croisade, ce n'était pas de croisade et d'archéologie dont parlait le Parlement de l'Ontario. Écoutons. On passe maintenant aux questions orales. Le député d'Oshawa. Monsieur le Président, j'ai une question pour la ministre du Logement. On a les chiffres en matière de révision des loyers pour le mois de décembre. Il y a 22 des logements locatifs qui ne sont pas encore réglés. Dans une décennie, ça peut fonctionner. Bon, qu'en est-il pour les décisions qui sont déjà prises? Est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi plus de 90 000 locataires qui ont eu la décision doivent subir en moyenne une augmentation de 11,4 % alors que dans la ligne directrice, on parle d'une augmentation de 4,5 % comme le taux d'inflation? Qu'en dit-elle la ministre, étant donné que la ligne directrice ne sert plus à rien? Les augmentations sont plus que la double que ce qu'elle avait promis. Le député sait pertinemment que la ligne directrice recouvre les augmentations qui visent le bon entretien du bâtiment. Cependant, il y a bon nombre de bâtiments où il faut faire des projets d'immobilisation, là où on fait des rénovations, des travaux de réparation. On veut rendre ces logements plus salubres, par exemple. Lorsqu'il en va de tels coûts, certains propriétaires demandent une augmentation qui dépasse la moyenne. Voilà ce dont on parle dans ce même pourcentage que vous évoquez. Bon, les projets d'immobilisation passent directement à la poche du propriétaire. Il y a Mme Gresham qui est prise. Elle habite à Whitby, un appartement. Son loyer depuis 4 ans s'est augmenté de 50 %. Alors, comment vous lui expliquez cette augmentation dans un bâtiment qui n'a pas subi ces rénovations? Le bâtiment s'est fait vendre et revendre à plusieurs reprises, mais sans aucune rénovation. Cependant, elle a dû subir une augmentation de 50 %. Elle est à revenu fixe et sa pension n'est pas montée de façon semblable. Comment voulez-vous lui expliquer ces augmentations ordinaires alors que vous parlez d'une augmentation moyenne de 4,7 %? Cette augmentation tient compte de plusieurs facteurs, dont les coûts en immobilisation et la perte économique. Je transmets aux députés que la ristourne moyenne est de 14,6 %. Ça veut dire que plusieurs locataires ont reçu une indemnisation. Pour tous les gens à revenu fixe, c'est une question importante. C'est ça la question, le revenu fixe. La Commission de la révision des loyers n'était pas capable de s'occuper de cette question à elle seule. Il me semble que c'est une autre question. Nous, voulons faire en sorte qu'on ne passe pas d'augmentation sans justification. Il faut tenir compte, chemin faisant, des coûts de l'entretien du bâtiment. Autrement, il n'est pas question de parler de logement locatif dans le secteur privé. Alors, vous parlez de l'immobilisation de façon très facile, mais ce n'est pas pertinent. Si
on n'assure pas le bon entretien, ces bâtiments vont être en état délabré, ils vont tomber. Il faut faire les travaux d'immobilisation et assurer un bon entretien. Bon, ce qui est délabré, ce sont les locataires. Madame Gresham a compris. Elle est peut-être quelque peu plus intelligente que la ministre. Elle a rédigé une lettre le 14 décembre. Elle dit, il faut poser la question. Pourquoi est-ce qu'on ferait l'achat d'un bâtiment si on allait perdre 50 000 $ à moins d'y avoir une échappatoire où les locataires auraient à payer plus? Il me semble qu'elle est passée au vif du sujet. Vous avez une loi et un système qui permet l'achat de bâtiments sans perte, étant donné que vous garantissez que la spéculation sera rentable. Pourquoi est-ce que vous permettez cela, que le système soit utilisé contre les gens qui se transforment en victimes? Monsieur le Président, le député sait très bien qu'il y a plusieurs composantes de la loi. Ce n'est pas une loi parfaite. Cependant, cela fonctionne de façon plus ou moins équilibrée. Il faut comprendre, d'ailleurs, qu'il est important de faire la part de la conjoncture économique. Je pense que la loi le fait assez bien. Nouvelle question, le député de Windsor-Riverside. J'ai une question pour la ministre de la Santé. Il s'agit de la crise du système de santé et surtout de l'annonce que vous avez faite le 29 juin portant sur les cancéreux. Vous avez dit qu'un financement supplémentaire est accordé. Nous sommes engagés à améliorer les soins aux cancéreux en Ontario. Vous avez dit aussi que le ministère se bat contre le cancer, étant donné que c'est une question prioritaire chez la ministre. Si la lutte contre le cancer est une question prioritaire, comment pouvez-vous dire que c'est respecté alors que 43 des 222 lits à l'hôpital Princess Margaret sont supprimés? En effet, la priorité est de fournir les soins nécessaires lorsqu'on en a besoin. Nous avons un coordinateur des services aux cancéreux. Cette personne travaille à l'échelle provinciale. Nous travaillons de concert avec l'Institut du cancer, avec l'hôpital Princess Margaret et la Fondation sur les recherches en cancer. Nous voulons que l'Ontario soit chef de file pour les soins aux cancéreux. De belles paroles, or ce n'est pas le cas. Le fait est que 43 des 222 lits de cet hôpital sont supprimés. Il y a 46 des 123 infirmières de l'hôpital ne travaillent pas. Il y a un taux d'inoccupation de 37 %. Là, à l'hôpital Sunnybrook, où on fait la radio à l'intention des patients, ils ont le double des patients qui peuvent passer facilement à cet hôpital. Comment pouvez-vous dire que le traitement des cancéreux en Ontario est une question de priorité, étant donné ces statistiques de la CUT? Merci. Le député devrait comprendre que les soins aux cancéreux sont fournis dans plusieurs hôpitaux de la province, dans plusieurs instituts cliniques à Hamilton, à Sudbury. En effet, on a fait une expansion de ces services. Nous travaillons de concert avec les chefs de file afin de s'assurer d'avoir les ressources lorsqu'on en a besoin. Dernière question supplémentaire. La ministre semble ne pas comprendre les effets à long terme, étant donné ces vacances dans les soins aux cancéreux. Est-ce que la ministre comprend qu'il s'agit de recherche et donc il s'agit d'augmenter le personnel? Ils ont besoin de plus d'effectifs que la plupart des hôpitaux. Étant donné que ces infirmières ne sont pas là, il faut diminuer les recherches. Les patients qui passent en expérience ne peuvent pas participer au même rythme.
Si elle comprend ces questions et ces détriments à long terme pour les recherches sur les cancéreux, qu'est-ce qu'elle est prête à faire si elle n'est pas prête à rouvrir les négociations afin de s'occuper de la question convenablement? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour avoir plus d'infirmières qui vont travailler dans les hôpitaux pour les cancéreux? En effet, le député devrait comprendre que les soins aux cancéreux sont fournis dans plusieurs instituts de la province. Je tiens à lui dire que ma priorité, c'est les soins aux patients chez eux. J'aimerais que les soins soient de première classe. Nous reconnaissons l'importance des recherches et de l'éducation. C'est justement pour ça que nous travaillons de concert avec l'Institut sur le cancer et la Fondation de recherche. Comme ça, nous pourrons assurer de bons soins et de bonnes recherches. Nous savons, vous savez que le ministère ne participe pas aux négociations entre les infirmières et le patronat. Moi, je respecte le processus de négociation collective. Ça m'étonne que lui, il ne fasse pas de même. J'ai une question pour la ministre de la Santé. Lorsqu'on parle de la bonne qualité des soins chez soi, est-ce que la ministre pourrait nous dire combien d'interventions coronariennes ont eu lieu à l'extérieur de la province, mais qui ont été portées sur le compte de l'OIP pour l'exercice terminé au mois de mars 88? Combien? Merci, Monsieur le Président. Je peux dire au chef du troisième parti qu'environ 4 400 opérations ont eu lieu en Ontario l'année dernière. Il s'agit de l'opération à cœur ouvert, de pontage. À mon avis, le nombre des opérations effectuées à l'extérieur de la province sont plus ou moins égaux à ce qui s'est passé auparavant. Je ne pense pas qu'il y ait eu de changement dans la tendance. Question supplémentaire, je voudrais aider la ministre. Je crois que sa première réponse concernant les opérations en Ontario est juste. Le nombre d'opérations qui ont eu lieu à l'extérieur de la province était de 204, ce qui représente une augmentation de 5%, ce qui représente environ 5% du nombre des opérations totales, du nombre total des opérations. Et le nombre d'opérations qui a été facturé au régime d'assurance maladie cela coûtait environ $2 500. La ministre serait capable de calculer, étant donné qu'elle est très bonne à faire ce calcul. Ce montant va s'élever à $5 millions par an. Et cela ne tient pas compte des frais supplémentaires auxquels doivent faire face les patients qui doivent subir ces opérations à l'étranger. Est-ce que ce montant de $5 millions, en plus du stress supplémentaire sur les patients, sont acceptables à la ministre? Réponse. Comme j'ai dit au chef du troisième parti, il est vrai qu'il existe un certain nombre de gens qui préfèrent subir l'opération à l'extérieur de l'Ontario. Souvent, il y a des facteurs qui sont indépendants de leur volonté. Je peux aussi lui dire qu'un certain nombre de personnes à l'extérieur de l'Ontario, à l'extérieur du Canada et des États-Unis, d'un peu partout du monde, viennent subir ces opérations en Ontario à cause de la qualité des services de soins de santé qu'on offre ici. Dernière question supplémentaire. Ceux qui cherchent ces soins ne sont pas toujours servis. Je parle toutefois d'une opération qui menacerait la vie des gens et puis ces gens sont obligés de s'adresser ailleurs. Quand 150 personnes de l'Ontario sont obligées de se rendre à Cleveland et payer les frais supplémentaires et prendre le temps supplémentaire en vue de subir une opération pour leur sauver la vie, c'est inquiétant. Je m'inquiète du fait que tous les facteurs montrent une tendance à la hausse et ce 5%
pourrait très bien augmenter. Pouvez-vous assurer la Chambre que ce pourcentage va commencer à diminuer dans un temps raisonnable? La ministre, comme le député sait très bien, en juin dernier, nous avons consacré davantage de ressources pour les opérations dans le domaine cardiaque à travers la province. Il sait très bien qu'il existe un certain nombre de personnes qui veulent chercher à obtenir des soins à l'extérieur de l'Ontario. Ce chiffre n'a pas changé, mais compte tenu de l'augmentation et le délai en attendant l'opération a été réduit. Et pour ceux qui ont besoin des opérations dans les cas d'urgence, ces opérations auront lieu rapidement. Je ne voudrais pas interrompre la période de questions, mais je sais que tous les députés aimeraient se joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à M. Edward Sargent, l'ancien député de Grey Bruce. Nouvelle question. Le député de Nipissing. Merci, Monsieur le Président. Le député de Nipissing, je tiens entre mes mains un gilet anti-balle ou pare-balles. À l'ordre. À l'ordre. La question, s'il vous plaît. Il y a des gens ici qui ont peur pour leur vie, pas moi. J'aimerais dire au ministère du Logement que le personnel de l'entretien des immeubles appartenant à la Société de logement pense qu'ils doivent porter un gilet pare-balles afin de pouvoir travailler en toute sécurité et sans craindre pour leur vie ou pour la vie des locataires qu'ils desservent. Je me demande si le ministre peut nous expliquer pourquoi cette situation a détérioré au point où les locataires, leurs familles et maintenant le personnel responsable du nettoyage, les préposés au nettoyage des immeubles de la Société de logement de la métropole de Toronto se sont obligés de porter de tels gilets. Réponse. J'espère que le député ne sera pas obligé de porter un tel gilet quand il sera candidat au poste de chef de son parti. Permettez-moi de dire que les locataires de ces immeubles s'inquiètent beaucoup de la sécurité, comme nous le faisons tous. Le personnel aussi s'inquiète. Ils sont en voie de négocier une convention collective. Des officiels du ministère du Travail vont les rencontrer pour prendre contact avec eux afin de connaître quelles sont leurs préoccupations. De notre part, nous allons assurer que davantage de mesures de sécurité soient prises. Nous allons expulser des trafiquants de drogue. Ces gens disposent d'uniformes afin qu'on puisse les identifier facilement et nous avons mis en branle, c'est un programme de formation pour les aider. Ce que nous voulons surtout, c'est assurer qu'il existe une étroite collaboration entre les locataires, le personnel de ces logements et la police. Je crois que nous avons pris des mesures très importantes et nous voulons travailler en vue d'effectuer des changements là où les changements sont nécessaires. Question supplémentaire. La ministre semble avoir reconnu qu'il existe des problèmes. Malheureusement, elle ne traite que de symptômes. La ministre sait très bien que M. Sewell était très connu pour son dévouement et qu'il essayait à tout prix de trouver une solution aux problèmes de la drogue et de la violence, ainsi que des problèmes connexes. Et vous avez déclaré qu'à l'époque de la nomination de Mme Augustine, que cette dernière s'était engagée à appliquer les réformes proposées par M. Sewell il y a environ un an. Les problèmes s'aggravent de jour en jour. Et j'aimerais savoir ce que vous et Mme Augustine avez l'intention de faire pour essayer de trouver une solution à ce problème et pas seulement déclarer que vous comprenez qu'il existe des problèmes.
Réponse. Mme Augustine a reçu le mandat d'effectuer les changements qu'elle pense nécessaires en travaillant avec la Société de logement de la Ville de Toronto. J'ai rencontré Mme Augustine et je sais qu'elle veut effectuer des réformes. Je ne sais pas si vous l'avez rencontrée. À mon avis, il est clair que le travail que nous effectuons vise à assurer la sécurité, le maximum de sécurité pour nos locataires. J'aimerais rappeler le député ainsi que les autres députés que nos locataires travaillent en étroite collaboration avec nous pour assurer qu'ils peuvent vivre en sécurité. Malheureusement, comme tous les députés le savent très bien, la drogue est un problème très sérieux dans toute la société. Ce n'est pas seulement dans un endroit que nous avons ce problème. Au moins, à la Société de logement de Toronto, nous travaillons en vue de trouver une solution à ces problèmes. Nous travaillons en collaboration avec la police de la ville et nous travaillons avec tout le monde qui puisse nous aider à trouver une solution. Dernière question supplémentaire. Il est clair, Madame la ministre, que personne d'autre ne vous croit. Et je doute fort que vous-même, vous pensez que la situation s'améliore. Être la cible de coups de fusil n'est pas exactement une indication qu'on est en sécurité si on tient compte de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Ce problème a été discuté par M. Sewell il y a environ un an. Ces gens craignent pour leur vie, pour la sécurité de locataires, pour leur sécurité. Ce n'était pas le cas il y a un an. Et ce n'était certainement pas le cas il y a 3 ans. Je vous exhorte à faire tout ce qui est possible pour trouver une solution, parce que je crois qu'on ne peut pas dépendre uniquement de Mme Augustine. Vous-même, le Premier ministre et le gouvernement doivent s'y engager. Et je vous demande donc de faire tout ce qui est en votre possible de faire afin que les locataires ne pensent pas qu'ils habitent dans une zone de guerre. Si le député d'en face, quand il parle de la fusillade qui a eu lieu à North York, dans la région de Falstaff, il y a quelques jours, je peux lui dire que j'ai reçu un rapport qui m'a été remis par la police et la police a conclu actuellement qu'ils ont des suspects. Ils ont une liste de suspects. Ils pensent qu'il y a des rapports entre ces fusillades. C'est ce qu'on pensait, mais la police ne pense pas que la fusillade est reliée avec l'immeuble à Falstaff. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je sais qu'il existe des problèmes partout. Je souhaiterais qu'il n'y avait pas de problème de violence. Cette fusillade a eu lieu à North York et la police a déclaré qu'il n'y a aucune preuve pour croire que ces coups de fusil étaient liés directement à cet endroit. Il me semble qu'actuellement, qu'il est très approprié d'écouter le rapport de la police, qui en fait constitue le seul rapport dont nous disposons maintenant. Nouvelle question, député de Etobicoke Lakeshore. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Cela concerne l'exportation de tritium. Quand mon chef, le député de York Sud, a posé la question la semaine dernière, nous avons reçu une réponse assez brouillée. Et il me semble que le ministre va approuver l'exportation du tritium et va accepter les lignes directrices de la Société de l'énergie atomique du Canada. Le député de Niagara Falls avait déclaré qu'il ne va pas y avoir d'exportation de tritium aux États-Unis, à moins que ce tritium ne soit utilisé à des fins paisibles. Je peux vous assurer que les emplois militaires ne seront pas acceptés. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'il accepte le point de vue de l'ancien ministre et, le cas échéant, comment est-ce qu'il compte veiller à ce que cette politique soit suivie? En réponse à la question de l'honorable député, permettez-moi de dire que le gouvernement accepte et est d'accord avec la déclaration de l'ancien ministre concernant
l'administration des exportations de tritium. Nous avons déjà les lignes directrices du gouvernement fédéral. De plus, je peux assurer la Chambre que si jamais ce gouvernement prend une décision concernant la vente ou le refus de vente le tritium, il s'agira là d'une des questions qui sera étudiée. Monsieur le Président, c'est la date et la possibilité qui m'inquiètent et nous savons que cela prend beaucoup de temps. Le ministre doit reconnaître que le point de vue du gouvernement fédéral ainsi que ses lignes directrices concernant l'exportation du tritium sont très faibles. Les lignes directrices fédérales permettent l'exportation du tritium à des pays qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération du nucléaire. Et le gouvernement fédéral permet à ses ministres toute une marge de manœuvre pour permettre l'exportation dans d'autres circonstances. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi ce gouvernement n'a pas fait preuve de leadership? Pourquoi le ministre qui est responsable d'une compagnie qui produit le tritium, qui est le seul dans cette compagnie, n'a pas formulé de politique qui pourrait donner l'exemple au gouvernement fédéral? Quand allons-nous voir cette politique? Réponse. Monsieur le Président, ce gouvernement a fait preuve de leadership et en temps et lieu, l'honorable député va voir cette politique. J'aimerais dire à l'honorable député que le contrôle du gouvernement fédéral exige que l'expédition a lieu seulement vers les pays qui ont signé le traité de non-prolifération du nucléaire. Et les mesures de contrôle du gouvernement fédéral concernent aussi la Commission de l'énergie atomique du Canada. Les mesures de contrôle concernent aussi où on un lien direct avec le permis d'exportation qui est offert par le ministère des Affaires étrangères. Encore une fois, j'aimerais répéter à l'honorable député que nous allons veiller à ce que la députée obtienne satisfaction que tous les règlements seront observés. Nouvelle question, le député de Cochrane Sud. J'ai une question à la mémoire de Sayendos. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Il s'agit des services d'ambulance dans le nord de l'Ontario. Depuis la tragédie à Chapleau, des gens continuent à s'inquiéter, y compris les médecins, les infirmières et des membres du public, à propos de la qualité et la disponibilité de services de transport par avion, y compris un avion à réaction de Timmins. Il y a eu des erreurs qui ont été effectuées lors de l'attribution du contrat de Air Ontario à voyageurs. Ces questions sont soulevées à travers le nord de l'Ontario. Nous n'avons pas reçu des réponses précises de la part de la ministre et je me demande si elle peut nous donner une réponse ici maintenant. Merci, Monsieur le Président. Je dois mettre en doute les assises sur lesquelles la question est fondée. Je peux lui assurer que maintenant, ce service existe dans le nord de l'Ontario, y compris à Timmins. La ministre sait très bien et elle a écouté le point de vue des représentants du nord de l'Ontario. Elle a entendu le point de vue des administrateurs des hôpitaux, le point de vue des médecins et des membres du public. Tout le monde a exprimé ses inquiétudes concernant les événements qui ont lieu entre la période où le service complet est offert par Air Ontario et le service qui est offert par le service voyageur. Il sait très bien qu'au cours de cette période de transition, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Je parle de Tom Morrish ainsi que de nombreuses autres personnes, y compris des membres de la famille. On a commis des erreurs au cours de cette période et j'aimerais savoir ce que la ministre fait afin que ces erreurs ne se répètent pas. J'ai essayé d'obtenir ces renseignements de vous et de votre ministère sans succès toutefois. J'ai fait une demande au terme de la loi sur l'accès à l'information et maintenant vous voulez que je paye 250 $. Voilà un acompte pour les renseignements que tout le monde doit recevoir. Voulez-vous rendre publics ces renseignements et nous dire ce que vous avez l'intention de faire à propos du service d'ambulance dans le nord de l'Ontario?
Le député sait très bien que les dispositions de la loi sur l'accès à l'information s'appliquent à tout le monde et n'importe quelle autre personne peut demander une exonération. Je peux dire que le ministre n'a pas contacté le bureau pour demander une exonération. Il n'a pas contacté personnellement ni mon bureau pour demander une exonération. Et plutôt que de faire de grands discours politiques sur une question aussi importante, je lui invite à venir me parler directement. À l'ordre. À l'ordre. La ministre de la Santé, le député de Cochrane Sud. À l'ordre. Une nouvelle question. Le député de Lawrence. Ma question s'adresse à la ministre du Logement. J'aimerais revenir à la question touchant à la Société de logement de la métropole de Toronto à propos de l'immeuble à Falstaff qui se trouve dans ma circonscription. De nombreuses personnes m'ont téléphoné et sont venues me voir dans mon bureau concernant la sécurité dans ces immeubles. Des locataires et des habitants de la région sont terrifiés à la suite des événements qui ont eu lieu dans cet immeuble. Ils sont fatigués de subir ces traitements de la part des trafiquants de drogue dans la région. La racine du problème concerne ceux qui habitent à l'extérieur de la région et qui viennent vendre leur drogue ici. Et je me demande si la ministre est prête à discuter de ces problèmes avec le président de la Société de logement de Toronto en vue de prendre des mesures concrètes pour assurer la sécurité des gens qui habitent dans ces immeubles. Merci, Monsieur le Président. La préoccupation du député, nous la partageons tous. Nous nous préoccupons de l'utilisation des drogues dans de nombreux endroits au cours de la province et de la violence qui y est liée. La Commission du logement a pris les mesures nécessaires pour s'assurer que les gens qui vivent dans ces immeubles sont en sécurité. Je vois le président régulièrement. J'ai discuté avec lui dernièrement et je voudrais dire qu'on a augmenté les patrouilles de police, on a amélioré la sécurité, on a renvoyé les drogués et afin de s'assurer que si tous les gens qui appartiennent au trafic de drogue sont et on s'assure que on peut assurer et on essaie d'arrêter le trafic autant que possible. Je lui en ai parlé à plusieurs reprises. Question supplémentaire. J'ai eu l'occasion de discuter avec le président et on a parlé de la sécurité dans ces immeubles. Il a été suggéré que peut-être nous pourrions demander à des gardiens de venir habiter constamment, changer les serrures, installer des caméras. Et c'était l'une des solutions qu'on avait proposées. Est-ce que vous pourriez vous en occuper? Évidemment, je serais ravie de m'en occuper, mais je crois que la chose la meilleure est de demander aux députés de venir présenter ces suggestions au Conseil de la Commission pour qu'ils puissent prendre les mesures qui s'imposent. Le député Algoma, j'ai une question à l'intention du ministre des Services sociaux et communautaires. Mes collègues et moi, nous sommes allés visiter le nord de l'Ontario à propos de l'autoroute, autour de l'autoroute 407. Monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il n'y a pas de centre de service de réadaptation professionnelle pour les résidents de l'Algoma Centre en ce moment? Monsieur, le député doit savoir qu'il y a une analyse en cours sur la nouvelle répartition des ressources, particulièrement dans le Nord.
Le député doit savoir que le ministère de la Santé, de l'Éducation et moi, nous sommes en train d'examiner l'implantation de groupes professionnels dans la région. Je ne peux pas répondre directement à votre question, mais je vais m'en occuper et je vais lui donner l'adresse des services les plus proches et je vous donnerai l'information. Le problème, ce n'est pas qu'il ne soit pas implanté là-bas, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Mel Baer, le directeur de la commission scolaire, est venu nous voir à Sudbury et nous a dit que 2 jeunes étudiants qui souffrent de différents handicaps et qui ont eu un mal incroyable à finir leurs études secondaires. Et maintenant, ils ont besoin de services de réadaptation professionnelle pour pouvoir rentrer sur le marché du travail. Et on leur a dit qu'ils pourraient obtenir de l'aide entre 12 et 33 mois. Comment se fait-il que ces 2 jeunes étudiants qui sortent de l'école secondaire et qui ont besoin de réadaptation professionnelle pour qu'ils puissent rentrer dans la vie active doivent attendre 3 ans pour obtenir de l'aide? Monsieur le Président, je ne peux pas parler de l'exemple précis qu'on me présente, mais d'après les informations que je reçois, ça semble bizarre. Je dirais cependant qu'au cours des 2 dernières années, nous avons ajouté 40 millions de dollars pour soutenir des services de réadaptation professionnelle. Et les 2 difficultés qui se posent à nous, c'est l'occasion, les possibilités de fournir les services nécessaires. Dans certaines régions, c'est plus facile, le délai est plus court s'il y a une gamme de services qui sont nécessaires pour la personne. Parfois, ça met plus longtemps, cependant. Si mon collègue me donne plus de renseignements, je vais consulter mes collègues pour essayer d'accélérer le processus. Nouvelle question, le député de Parry Sound. J'ai une question au ministre à l'intention du ministre de la Santé. Elle doit se souvenir qu'elle a nommé le professeur Wise pour déterminer la compétence de cette loi. Il s'est avéré qu'il est de plus en plus nécessaire d'essayer de résoudre certaines préoccupations à propos de la loi pour savoir comment on va déterminer la compétence mentale. Est-ce que la ministre peut nous dire quand elle sera prête à présenter les résultats du rapport? Le député doit savoir qu'il s'agit d'une tâche très difficile parce que il y a deux côtés il y a 2 côtés à la question, le droit de refuser le traitement et le droit de forcer. L'ancien ministre s'était préoccupé beaucoup des amendements proposés et qui avaient été à l'époque appuyés par l'opposition. Je vais demander à une commission de spécialistes de me donner des conseils sur cette affaire difficile et j'espère que j'aurai un rapport de cette commission le plus tôt possible. Question supplémentaire. La ministre et d'autres, nous attendons tous les résultats. Il y a beaucoup de patients, de malades, notamment des schizophrènes, qui attendent des services. Je vais lui rappeler un cas qu'elle connaît peut-être. Monsieur William Pegman est ici aujourd'hui. Son fils est schizophrène. Depuis 1987, Andrew a été séquestré dans un hôpital. Et en janvier cette année, il est mort. Avant qu'il y ait eu les modifications sur la loi sur la santé mentale, il faisait des progrès. Après les changements, il a commencé à refuser le traitement et il n'a plus pu sortir du cycle des hôpitaux. Je voudrais savoir ce que fait la ministre pour essayer de s'assurer que les gens comme Andrew reçoivent les soins appropriés.
Monsieur le Président, j'ai entendu beaucoup de cas de familles qui avaient le même genre de problème et je répéterai à l'intention du député que lorsque nous avons examiné la loi sur la santé mentale, on a exprimé dans ce parti et dans l'autre leurs préoccupations sur la loi et à l'époque vous étiez d'accord avec ces amendements. La raison pour laquelle je voudrais rappeler que cette question est extrêmement difficile et ces recommandations, j'aimerais bien les recevoir aussitôt que possible pour que nous puissions réexaminer la question. Le député à l'ordre. Le député de Scarborough-Ouest, la ministre de la Santé, le député de Scarborough-Ouest doit se rappeler du règlement 24B. Nouvelle question à l'ordre. Nouvelle question, le député de Oxford. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Industrie. À l'ordre. L'usine de Toyota, celle de Honda vont produire plus de voitures. Pour ce qui est de l'accord de libre-échange, est-ce que ces voitures sont incluses? Y sont incluses. Monsieur le ministre, les règles générales en vertu de l'accord sont que toutes les automobiles fabriquées au Canada, dont le coût de production est de 15%, seront envoyées aux États-Unis sans taxe. Il y a aussi parmi les trois compagnies que vous avez mentionnées, Honda et Toyota, n'auront pas le droit de droits spéciaux en vertu du pacte automobile et certaines autres, celles de Suzuki, ont été incluses à condition que le coût soit à 15% américain. Question supplémentaire. Si je me souviens bien, en janvier, une décision américaine a entraîné l'augmentation des tarifs. Jusqu'à maintenant, ces véhicules ont été classifiés comme véhicules de tourisme. Maintenant, ce sont des camions. Monsieur le Président, les observations du député sont vraies. Les services de douane américains ont augmenté les tarifs douaniers de 25%, mais ce n'aura pas d'influence sur les exportations canadiennes aux États-Unis à condition qu'elles respectent la règle sur le coût de fabrication. Les exportations vers les États-Unis qui ne respectent pas cette règle se verront imposer 25% de droits douaniers, donc ça n'aura aucun effet. Monsieur le Président, à l'intention du Premier ministre, ce matin, avant le comité sur l'économie et les finances, trois groupes principaux, le groupe consultatif sur les services communautaires et le groupe Child Poverty Action ont fait leur présentation ce matin sur le coût de la pauvreté et les défis qui se posent au gouvernement après le rapport Thompson. Le Premier ministre peut me dire s'il a demandé au trésorier s'il y a eu des progrès, s'il y a peut-être une étude qui est effectuée qui pourrait nous dire concrètement quel est le coût économique, pas seulement au niveau du budget, mais le coût économique pour l'économie en général en Ontario de la pauvreté et des facteurs de la pauvreté. Je regrette, Monsieur le Président, je ne peux pas répondre à la question de mon collègue, une bonne question d'ailleurs. Je ne peux pas lui dire s'il y a des études qui sont effectuées, tout particulièrement sur le coût de la pauvreté et sur les différents les différentes composantes. Je peux dire à mon collègue que le rapport Thompson est examiné soigneusement par le gouvernement et
Je pense que philosophiquement, nous nous préoccupons de la question exactement. Cela coûtera probablement 2,4 milliards de dollars. C'est extrêmement cher, hein? Et nous sommes en train d'examiner tous ces aspects. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Question supplémentaire, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas seulement du coût, je veux dire du coût budgétaire pour le gouvernement. Et je voudrais que le Premier ministre regarde un peu plus loin, parce que pour ce qui est de l'emploi, de l'énergie, de la capacité de production, etc., nous avons certainement des ressources que l'on peut réinjecter dans l'économie. J'espère que le Premier ministre ne va pas utiliser le coût budgétaire et oublier les implications philosophiques. Je voudrais lui demander, j'espère que le Premier ministre prend la question au sérieux, pourquoi l'examen fiscal n'a pas tenu compte de l'extension de la pauvreté et de l'enrichissement d'un autre côté de l'économie ontarienne. Le trésorier émet un rapport sur l'état des finances ainsi que les prévisions budgétaires pour l'année prochaine. Il s'agit d'un document économique et il est basé sur les chiffres. Il y a d'autres choses dans la question de mon collègue pour ce qui est des inégalités entre les riches et les pauvres. Elles existent. Mon collègue doit savoir que le ministre des Services communautaires et sociaux a vu son budget augmenter de façon considérable, ainsi que d'autres budgets pendant les 3 dernières années. Je suis sûre que vous êtes d'accord pour dire qu'il fait son possible. Nous savons très bien qu'il reste des choses à faire. Nous savons qu'il faut améliorer les services sociaux, les garderies, les allocations familiales, différents programmes. Et en tant que libéraux, ça nous intéresse énormément. Ce que j'entends constamment dans cette chambre, c'est qu'on nous demande de dépenser de l'argent maintenant pour que plus tard, on puisse économiser. Ceci dit, nous examinons cette question très sérieusement. Nous essayons de réintégrer les personnes, nous essayons de leur donner les outils qui leur permettront de fonctionner dans notre société. Nous essayons de transformer les chèques d'assistance sociale en chèques tout court. Je voudrais que mon collègue soit conscient que nous avons l'un des taux d'assistance parmi les plus élevés du Canada et nous devrions être fiers. Je ne dis pas qu'il ne reste rien à faire, mais je voudrais vous rassurer, nous examinons tous les aspects de cet effort, de cette question, mais c'est extrêmement dispendieux et le député de Durham East, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question à l'intention du ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, est-ce qu'il est vrai que vous avez rencontré plusieurs fois le président du comité spécial sur l'énergie et que vous avez examiné tout particulièrement des aspects du rapport sur l'énergie à tel point que le 23 janvier, vous avez déclaré à propos de la loi sur l'amendement de la Société de l'électricité, vous avez fait encore une autre déclaration sur l'éclairage dans les rues en Ontario et après, vous avez essayé de court-circuiter le rapport du comité et lors de la présentation le 26 janvier, 2 jours plus tard, après ce que vous aviez déclaré dans la Chambre. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je voudrais simplement rectifier la situation. Je n'ai pas discuté avec le président du comité avant la publication de son rapport. Je suis sûre
que vous aviez vu le rapport et les recommandations. Évidemment, elles soutiennent votre action particulièrement, et vous aussi. Et je suis persuadée que vous allez faire des représentations à vos collègues du cabinet ministériel. Est-ce que c'est vrai? Vous allez dire que le comité sur l'énergie va se réunir afin de réviser la loi sur la société d'électricité et d'autres problèmes. Merci, Monsieur le Président. J'ai lu les recommandations du comité spécial. J'ai compris la recommandation dont parle mon collègue et j'apprécie la valeur et la contribution des comités spéciaux. Tout ce que je peux dire à mon collègue aujourd'hui, c'est que cette recommandation, parmi toutes les autres, sera examinée par le gouvernement. Nouvelle question. Le député de Northumberland. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Culture et des Communications. Madame la ministre, on m'a dit que, en partie sur la réforme fiscale, le gouvernement fédéral a réduit les avantages pour les investisseurs dans les films canadiens. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été la réaction de la communauté du film suite à cette action? Très Monsieur le Président, et merci à ma collègue pour sa question. La communauté du film est très inquiète de la réaction et cela va réduire l'investissement dans les films canadiens. Les effets de cette action ont été une réduction de l'investissement privé dans les films canadiens et on anticipe une réduction de la production de 50%. De la même manière, le Québec a augmenté l'allocation sur l'investissement, ce qui a transféré une certaine partie de l'activité vers le Québec. Ils ont parlé au gouvernement fédéral par le biais de leurs associations. Merci, Monsieur le Président. Étant donné cette démarche, quelle est la position du gouvernement de l'Ontario? Qu'est-ce que vous allez faire pour s'occuper de la situation? Lorsqu'on a eu la réforme fiscale, lorsqu'on en a discuté, le gouvernement provincial a demandé aux intervenants de l'Ontario et de ailleurs de venir discuter des retombées globales. Au fur et à mesure, nous nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une situation fort précaire. Il dresse un rapport pour nous en indiquant certaines possibilités, certaines solutions de rechange pour favoriser les investissements dans les films canadiens. Nous exerçons des pressions auprès du fédéral en leur demandant de se repencher sur la situation. Il en va d'exonération fiscale pour les producteurs de films. Qu'en est-il pour la distribution des films? On demande au ministre du fédéral de déposer un projet de loi dans ce sens. Nouvelle question, le député de Cambridge pour la Solliciteur générale. Je tiens à la rappeler qu'elle a fait une déclaration en Chambre où elle a parlé du choix local, le qualifiant de lâche. Ce sont des paroles fort prophétiques, étant donné que 94 libéraux vont voter en faveur du projet de loi 113. Est-ce que la ministre pourrait nous dire qu'est-ce qui s'est passé comme changement?
À l'intervalle, qu'est-ce qui s'est produit entre le moment où vous avez dit que c'était lâche et le moment où vous avez déposé le projet de loi? Monsieur le Président, on a fait beaucoup de travail pour rédiger ce projet de loi. On voulait donner compétence en bonne et due forme aux municipalités que celles-là puissent s'occuper de cette question. Les citoyens alors pourraient avoir un impact sur le processus. S'ils ressentaient certains besoins, ils pouvaient signaler cela au conseil municipal. Question supplémentaire, Monsieur le Président. La population de l'Ontario, les églises, la PME, les grandes sociétés, les conseillers municipaux, les enfants, ils se sont tous prononcés contre ce projet de loi. Il n'y a pas de mandat donné par la population. Du Parti libéral non plus. Je demanderai à la ministre si elle est prête à dire en Chambre quand, précisément, en session de politique, en congrès, quand est-ce que les libéraux ont discuté de l'ouverture des magasins le dimanche et quand ils ont approuvé le choix local? Ou bien s'agit-il d'une démarche en faveur des grandes sociétés? La population parle de plusieurs voix. Il y a une centaine de municipalités qui ont invoqué le choix local par le biais de la dérogation touristique. Il y a eu un référendum tenu à Sudbury et dans tous les quartiers électoraux, ils ont voté en faveur d'ouvrir les magasins dimanche, à Sault-Sainte-Marie. Il y a plusieurs gens qui ne veulent pas aller dans les magasins dimanche. Ces gens-là seront protégés contre cette possibilité, étant donné que la municipalité est tenue de consulter la population avant de permettre l'ouverture des magasins dimanche. C'est une occasion qu'on n'a jamais eue auparavant. Les gens peuvent se prononcer concrètement devant la municipalité. Avant, on pouvait faire ça sans consulter la population. Nouvelle question, le député de Leeds-Grenville. J'ai une question pour la ministre de la Santé. Il s'agit des cas psychiatriques. Ce matin, les députés libéraux du Comité des comptes publics ont refusé notre demande. Nous, on voulait que le vérificateur général effectue une étude sur le système de la gestion des risques suite à la femme de Brockville qui a été poignardée. La justification était que on n'assistait pas à une rupture généralisée du système. Cependant, les libéraux refusaient d'accuser réception du document interne qui indiquait qu'il y avait une rupture du système. Les libéraux disaient qu'ils n'avaient pas compétence dans la question, tandis que, Madame la ministre, vous savez que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes en faveur de cette démarche? Est-ce que vous allez frustrer les députés qui veulent faire comprendre à la population ce qui se passe dans ces hôpitaux? Merci, Monsieur le Président. Comme le député le sait, le Code criminel du fédéral établit le processus des décrets émis par le lieutenant-gouverneur. C'est le mandat du Code fédéral. Comme il le sait, l'hôpital doit assurer la mise en œuvre des décrets précis. Je lui dis que nous... à l'ordre, s'il vous plaît. Le député ne veut pas avoir une réponse. Il a dit qu'il ne veut pas avoir une réponse. Nouvelle question. Le député de Sudbury. Merci. J'ai une question pour le ministre des Mines. Mr. Speaker,
Monsieur le Président, à l'ordre. Député de Sudbury. Mr. Speaker, could the Minister of Est-ce que le ministre des Mines pourrait nous parler des progrès faits en vertu de la nouvelle loi sur les mines en Ontario? Alors, au départ, Monsieur le Président, comme toujours, le député de Sudbury démontre un intérêt positif dans le dossier des mines. Monsieur le Président, est-ce que les députés de l'opposition vont se rallier aux députés de Sudbury pour qu'on se penche sur ce secteur fort important de l'économie ontarienne? Je vous dis que suite aux consultations avec les divers intervenants du secteur, je suis en mesure de déposer un livre vert. Enfin, cela s'est fait il y a quelques semaines. Je disais qu'il était question de recevoir les propositions de la part du grand public et des intervenants techniques. Et la date limite, c'était le 31 mars. Je dis aux députés que nous avons reçu un certain nombre de mémoires. J'encourage les députés et le grand public à comparaître. Il y a mon collègue de Hastings qui, par exemple, pourrait aller chercher des commentaires, car j'ai l'intention, en 89, d'adopter une nouvelle loi sur les mines. Cela nous permettrait d'assurer un encadrement moderne pour le secteur minier. Cela met fin à la période des questions orales et réponses.